vous avez reçu une trousse. Puis à la fin, parce que là, on parle de pistes de solutions. La dernière page, c'est des liens utiles qui peuvent vous servir à vraiment trouver des guides, des pistes. Donc, sur la dernière page, vous voyez que j'ai mis des liens. Je vous encourage si vous trouvez quelque chose qui vous intéresse beaucoup, parce qu'il y a vraiment j'ai fait une recherche, puis ça, c'est parmi les meilleurs documents que je pourrais trouver qui peut vous donner des pistes de solutions, comme on parlait. Puis, inquiétez-vous pas, on va revenir comme sur ça, particulièrement cet après-midi, quand on parle de l'intelligence émotionnelle. Et aussi, l'autre sujet ou un autre module. Donc, à ce moment ici, j'ai des questions à vous poser avant de commencer à parler des pratiques de communication inclusive. Je ne sais pas si vous avez des clients chez vous. Comment décrivez-vous les clients que vous avez chez vous? Quels sont les mots que vous utilisez? Et comment vous décrivez comme une personne ayant un handicap? Vous allez voir l'importance des mots qu'on emploie, l'impact quand on parle de communication inclusive. Ça, c'est vraiment important, les mots qu'on emploie. Quels mots utilisez-vous quand vous décrivez les personnes autochtones? Quels sont les mots que les gens autour de vous les gens utilisent? Est-ce que vous savez que les Inuits ne se voient pas comme des gens des Premières Nations? Ils ne veulent pas être dans cette catégorie-là. Donc, on parle toujours des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Est-ce que vous savez la différence entre ces trois peuples-là? Donc, c'est très important. On va l'aborder, puis on va parler aussi de comment on peut communiquer et comment notre communication, même aujourd'hui, de plus en plus, la réalité autour de l'identité sexuelle, la façon qu'on parle. Quand vous rencontrez quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui a un accent, est-ce que vous avez un peu la tendance de lui demander « Tu viens d'où? » On pose souvent cette question-là. Puis souvent, la réponse, « Je suis Canadien. » Et puis, mais non, mais d'où tu viens? De quelle culture tu viens? Donc, c'est intéressant, ça, quand on entend souvent les gens parler de ce genre de choses-là. Puis là, je veux naviguer tout ça en disant, il y a une différence d'avoir une communication inclusive plutôt que d'être politiquement correct, comme on parle en anglais. C'est pas dans cet esprit-là. C'est de comprendre l'impact que les mots qu'on emploie ont sur des personnes. Donc, la communication inclusive. Par langage inclusif, on entend le fait d'exprimer à l'oral comme écrit une façon non discriminante, soit le sexe, l'identité, le genre de la personne dont on parle, comme le langage et le pouvoir de faire évoluer les attributs culturels et sociaux, l'emploi d'un langage inclusif est bon moyen de promouvoir l'égalité de genre et de lutter contre les préjugés. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, comme je vous avais dit, moi, j'ai toujours travaillé dans la déficience intellectuelle. On a une tendance de dire les personnes handicapées. Est-ce qu'il y a une différence entre la personne handicapée ou la personne ayant un handicap? Puis vous allez voir qu'au cœur de la communication inclusive, c'est toujours de parler de la personne, pas de son handicap. C'est une personne ayant un handicap. C'est une personne avant d'avoir un handicap. Parce vous savez que même la façon que notre société a été développée, c'est qu'on donne l'argent quand on fait des analyses des lacunes des personnes. Puis de plus en plus, on parle de dire, faut qu'on parle de ce que la personne est capable de faire, pas uniquement ce qu'elle ne fait pas. Mais tous nos bailleurs de fonds nous donnent l'argent si on peut comprendre les déficiences des personnes. On ne parle pas de capacité, on parle toujours d'incapacité. Et de plus en plus, vous savez que quand on parle dans la déficience intellectuelle, les parents ont été
ceux qui ont dit, mais c'est mon enfant, c'est pas un handicapé. Parce que souvent, on disait ça dans le passé, c'est un handicapé. Ça ne décrit pas du tout la personne. Ça décrit une condition de la personne. Donc, ça ne décrit pas. L'handicap ne devient pas la personne. Et donc, quelqu'un qui souffre d'une maladie mentale, c'est une personne ayant une maladie mentale plutôt qu'une personne, un malade mental. Puis on entend, c'est pour ça que je dis, faites attention au langage que vous utilisez. Donc, lorsque c'est possible, utilisez les expressions ou les termes préférés de la personne ou du groupe de personnes concernées. Le langage est toujours en train d'évoluer. Et quelque chose qu'on utilisait dans le passé blesse les personnes. Et vous savez qu'on est en train d'argumenter aujourd'hui de plus en plus quels sont les mots qu'on doit employer. Puis si vous regardez aux journaux, c'est vraiment, on est dans une période de temps un peu, on est bouleversé parce qu'il y a des gens qui disent, ben non, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on utilise. Quand quelqu'un en anglais se réfère comme de son sexe, ils disent, il faut que tu dis they. Puis nous, on est habitués de him et her. Et lui, on ne peut pas dire. Donc, ça crée toutes sortes de confusion. Mais c'est important d'écouter les personnes concernées. Quel est le langage? Et ça va évoluer, ça va changer. C'est juste la réalité de la situation. Donc, étant donné que le langage évolue constamment, et encore d'incertitudes, cherchez des conseils ou plus d'informations. Allez voir les personnes. Comme je vous disais, quand je suis allé la première fois dans le Nord, à Nunavut, moi, je pensais au début de dire, mais les Premières Nations, donc Nunavut fait partie des Inuits, puis tu dis ça, ils se sentent insultés quand on dit ça. Ils ne se voient pas dans cette catégorie-là. Et pourquoi? On ne peut pas le comprendre tant qu'on ne demande pas. Et donc, pourquoi employer un mot qui blesse la personne et qui va diminuer? La façon qu'on parle aussi des personnes âgées aujourd'hui, des aînés, c'est une personne qui a atteint un certain âge. Donc, mais on a une tendance pour la rapidité du langage, de parler des aînés. Donc, je vais vous donner un exemple. Greg, qui est dans une chaise roulante, vous allez voir, quand on est en train de communiquer, on dit utilisez Greg est nouveau dans ce service, il a exprimé son intérêt pour entreprendre ce projet. Puis, et de ne pas dire Greg qui est en fauteuil roulant, parce qu'on a une tendance de faire ça, de le définir autour de son handicap. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que vous pouvez penser à des exemples dans le travail que tu fais? Roland, c'est comme autour du langage qu'on emploie? Les gens qui sont au centre ont un handicap, et la majorité, c'est oui. Donc, il y en a beaucoup qui ont des petits handicaps de oui. Ben oui. Ça vient avec l'âge. Ça vient avec l'âge, oui. Excuse, j'ai pas compris. Excuse, c'est une blague. C'est une blague. Donc, lui, c'est vrai, c'est comme, on entend moins. Puis, Parce que notre centre, c'est quand même un carrefour de vie active, c'est pas une résidence comme telle. C'est ça. On voit, les gens sont très, très actifs. Donc, dans le centre, les gens sont très actifs. Puis là, je te demande, autour du langage, puis j'aimerais bien que vous pensiez, si vous savez, vous desservez des personnes, quel est le langage que vous employez? C'est-tu des clients? C'est-tu des bénéficiaires? Des clients, des bénéficiaires. Donc. Des membres, des clients. Oui. Donc, oui. Un certain respect. Puis la réalité, s'ils sont des personnes. Absolument. Donc, ils ne sont pas définis. Parce qu'on veut qu'ils reviennent. Ben La survie de notre centre. Il faut avoir des membres et il faut attirer des nouveaux. Alors, il faut avoir un certain respect, confiance dans nos membres, d'attirer d'autres gens. Donc, le langage, encore juste de devenir comme moi, mon beau-père a 93 ans. Quand je lui parle des Premières Nations, des métiers, des Inuits, lui,
c'est des Indiens et des Esquimaux. OK. Et vous savez que c'était blessant, là, tu sais. Pour les gens, ils ne veulent pas se faire appeler comme ça. Donc, c'est pas sa faute, il a grandi comme ça, c'est le langage, mais c'est le langage, c'est un peu le bagage qu'on apporte avec nous. Et là, de plus en plus, on est sensible de dire, il faut qu'on soit à l'écoute des personnes. Comment il veut se définir, comment nous, on est. Mais la chose de base, c'est que même avec des personnes, des bénéficiaires, des clients, c'est des personnes. C'est pas uniquement, parce que le bénéficiaire parle d'une relation que vous avez avec ces personnes-là, mais c'est des personnes. Il faut toujours se rappeler de cet aspect-là. Et c'est la chose la plus difficile parce qu'on veut aller vite. Là, c'est des emplois ayant un handicap. Il y a toutes sortes d'handicaps. Utiliser un langage axé sur les personnes plutôt que sur leur handicap. C'est pas un aveugle. Il n'y a pas un aveugle qui existe dans la vie. C'est une personne. Donc, comment on peut dire? Qui souffre ou qui ne voit pas ou est aveugle. Et quand on parle de la maladie mentale, vous savez, de plus en plus, on est sensibilisé que quand ils disent qu'il y a 20% des fois de personnes qui souffrent de la maladie mentale, si vous avez une équipe de 10 personnes, ça risque d'être 2 de ces 10 personnes qui souffrent d'une maladie mentale. Est-ce que vous êtes au courant de ça? C'est donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et la façon qu'on en parle. Donc, on met toujours l'accent sur la personne, non sur son handicap. On utilise un langage qui souligne les capacités et non les limites. Ça, c'est vraiment notre défi. Parce qu'on a une tendance de définir, même quand on parle, la première chose qu'on fait de plus en plus, c'est on veut regarder comme dans une grande ville, on veut faire une analyse des besoins, qu'est-ce qui manque. On ne regarde pas qu'est-ce qui existe et comment on peut bâtir sur qu'est-ce qui existe. C'est vraiment un autre point de vue de regarder qu'est-ce que la ville a comme acquis, compétences, capacités. Et on peut bâtir sur ça, plutôt que de simplement regarder qu'est-ce qui manque. Puis notre tête, elle est toujours sur qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que la personne n'a pas. La personne n'est pas comme moi. Donc, c'est très intéressant. Là. Éviter les termes négatifs ou ayant une valeur subjective qui exagère la gravité d'un handicap. Encore là, c'est de ne pas étiqueter les gens en fonction de leur handicap, qui n'est pas facile. Donc, parmi vous, est-ce que, encore là, des clients, comment vous parlez dans vos réunions de gestion ou vos rencontres d'équipe des personnes? Et c'est juste une interpellation de toujours se rappeler que c'est des personnes. Ils ne sont pas définis par leur handicap. Ils ne sont pas définis par être un client ou un bénéficiaire. Ça, c'est comme la façon qu'on est en relation avec eux, mais on est aussi en relation avec la personne qui est là. Il y a une personne qui se présente. Ce n'est pas uniquement un bénéficiaire. Des emplois avec un handicap ont utilisé, puis là, je vois que ça, parce que je l'avais changé, c'était des personnes ayant un handicap, plutôt que des personnes handicapées. Même quand je l'avais écrit, je l'ai réécrit de nouveau, puis là, c'est moi qui s'est trompé. C'est des personnes ayant un handicap, plutôt que des personnes handicapées, puis les personnes handicapées. Comme on parle d'une personne ayant une paralysie cérébrale, Barbara utilise un fauteuil roulant pour se déplacer. Robert est confiné à un fauteuil roulant, donc vous voyez la différence de la façon qu'on en parle. Marcy est touchée par l'épilepsie. Marcy est affligée par l'épilepsie. On parle toujours des personnes qui sont touchées par quelque chose. La personne, c'est une personne entière. Elle a une condition, mais ça ne définit pas la personne. C'est ça. Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous voyez le langage? Puis là, je demande les gens sur le webinaire. Est-ce que vous avez un langage qui a évolué, que vous n'utilisez plus, que dans le passé, on utilisait tout le temps? Est-ce qu'il y a des réponses? Oui, il y a des gens qui disent qu'on peut utiliser les personnes qui vivent avec le diabète. Des personnes qui vivent avec un diabète, oui. Des personnes en situation de handicap. Pardon? Des personnes en situation de handicap. Ah, des personnes en situation de handicap, oui. Ah, donc même ça, c'est une autre évolution de ce langage-là. C'est super.
Puis vous voyez l'importance de porter l'attention sur les mots qu'on emploie. Parce que chez les personnes, quand on parle de qu'est-ce que la personne est capable de faire, tu sais, c'est comme, même de plus en plus aujourd'hui, c'est quand on regarde une personne ayant un handicap, particulièrement un handicap intellectuel, la personne est capable de faire milliers de choses. Il ne faut pas définir la personne par ses déficits. Race. Et l'aspect ethnique là, de tout le monde, vous savez que c'est... Là, c'est quand vous écrivez les choses, c'est des consignes de comment... C'est quand on parle d'utiliser un majuscule pour la première lettre des noms qui désignent les nationalités, le peuple, la race, autochtone, arabe. Tu sais, vous voyez toutes les différentes Inuits, Juifs, Latins. Évitez les références qui attirent trop d'attention sur les origines ethniques ou raciales. Lorsque les références sont valables, il convient de se renseigner sur la terminologie la plus appropriée. Donc, il faut toujours faire une recherche. Quelle est la façon qu'on parle de ces personnes-là? Ou utiliser le terme préféré par la personne ou le groupe de personnes concernées. Et vous savez qu'il y a toutes sortes de conseils qui... Donc, je vous ai mis un lien qui est là. Vous pouvez aller voir les liens qui vous donnent des conseils de comment. Lorsqu'il est nécessaire de décrire un ensemble de personnes, le terme groupe ethnique ou racialisé est préféré par un nombre grandissant d'organisations car l'ethnie ou la race font référence à un concept social et non à cette vaste catégorisation, autre que blanc. Les non-blancs ou les minorités, de qui qu'on parle là, quand on parle de ça. Les gens, les groupes racialisés comprennent les gens qui peuvent être traités de façon différente en raison de leur race, ethnie, langue, religion, culture. Les gens, comme on parlait des personnes qui viennent de l'Inde, 110 langues. Donc, est-ce qu'on parle de la même chose? Donc, on ne parle pas du tout de la même. Le terme minorité peut conférer le sens de position sociale inférieure et est souvent relatif à l'endroit géographique. Au besoin, le terme groupe ethnique minoritaire sera préféré que groupe minoritaire. Hein? Intéressant. Vous voyez de plus en plus que notre langage vous savez que le terme indigène est de moins en moins utilisé, qu'on demande les gens de ne pas utiliser. On parle des peuples autochtones. Parce que les peuples autochtones, ça veut dire, on met l'accent sur la diversité de ces peuples-là. Et les peuples autochtones composent l'ensemble de la population autochtone du Canada, les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Est-ce que vous en avez dans vos organisations? Est-ce que vous avez des personnes? Non, hein? Ça m'est validé davantage, c'est possible. Oui. C'est pas quelque chose que je remarquerais ou que, à moins que la personne me dise qu'il vient de l'autre peuple. Les personnes qui sont là vont accepter comme tel. À moins qu'ils veulent spécifier, mais rien me plaît à me dire en ce moment. Puis moi, juste de vous dire qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je sais, c'est quand je monte à Nunavut, c'est rare que je trouve une personne qui n'a pas un membre de famille qui était retiré de sa culture, d'être dans une école résidentielle. C'est rare. C'est parce que tout le monde a un membre de famille, le père, la mère, le grand-parent, qui ne parle plus la langue, qui sont en train de réapprendre la langue et tout ça. On ne réalise pas l'impact de tout ça. Donc, et c'est souvent là où on trouve, quand on parle de préjugés, on est en plein de préjugés. C'est quand on parle des personnes, des peuples autochtones. Et vous savez que là, je vais vous parler juste d'une histoire de quand on parle de vous savez que il y a un incident, je pense qu'il y a 2 ans à Saskatchewan, où un fermier a tué une personne d'une Première Nation. Puis tout ce sens-là, quand on parle de propriété privée,
qu'est-ce que ça veut dire si on était le peuple qui ont été ici au début? Vous avez pris notre terre, puis vous nous avez dit que c'est votre terre. Puis là, je suis sur ta terre, ta propriété privée. C'est compliqué. Donc, c'est vraiment important particulièrement avec les peuples autochtones, qu'on emploie de plus en plus, qu'on s'informe de plus en plus. Donc, le terme membre des Premières Nations est largement utilisé, en grande partie remplacé le terme indien. Jusqu'à dernièrement, on avait le gouvernement, on avait un département Indian Affairs, puis des affaires indiennes. Là, ça ne marche plus, là. C'est donc le terme peuple des Premières Nations fait référence aux Indiens inscrits et non inscrits et exclut les Métis et les Inuits. Certaines communautés autochtones ont adopté le terme Première Nation au lieu de bande. Et vous savez que quand on parle des peuples autochtones proviennent de différentes nations, ayant chacun leur langue, c'est ça qui est un peu difficile, leur culture et leur coutume. Lorsque c'est possible, on ne doit pas faire référence à ces peuples comme un groupe homogène. Ça n'existe pas. On ne peut pas dire que les Premières Nations sont comme ça. Ça dépend. On est dans l'Est, dans l'Ouest, au centre, ce n'est pas du tout la même chose. Si possible, préciser la nation, la communauté ou la bande. En ce qui a trait au nom des bandes, utiliser le graphie préféré par la bande et qui est employé par le gouvernement fédéral. Et ça, je vous ai mis un lien que vous pouvez aller voir, qui va vous amener à... Puis, comme je disais, le terme Esquimau, on n'emploie plus. Donc, et éviter le vocabulaire et l'usage qui confère une valeur hiérarchique, qui décrit les peuples autochtones, comme appartenant au Canada. Si vous aidez. Utilisez le peuple autochtone au Canada, pas le peuple autochtone du Canada. Parce qu'il y a une nuance dans ces choses-là, vous voyez, c'est des peuples autochtones au Canada qui habitent au Canada, plutôt que du Canada. Le Canada a été créé après. Après eux. Et ça, c'est une réalité. Donc, j'aimerais bien, est-ce que vous avez de l'expérience, les gens sur le webinaire? Qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce que vous avez des membres dans vos organisations, dans vos services, des peuples autochtones? Et qu'est-ce que vous avez appris? Pas de réponse? Non. OK. Donc, ça va. Et vous savez que c'est la réalité. Parce que souvent, plusieurs personnes, mais si on est au Québec, les peuples autochtones ont appris le français, mais la plupart des gens ici, les peuples autochtones, parlent anglais. Donc, mais il y en a aussi qui parlent français. Mais la réalité, c'est dépendant où est-ce qu'ils se trouvent. Puis souvent, pour les personnes, il faut toujours se rappeler que c'était leur deuxième langue. Là, c'est devenu la première langue pour plusieurs personnes. Ils parlent anglais, ils appellent, mais comme au Nunavut, ils sont en train d'enseigner leurs enfants leur langue maternelle. Et il faut que je vous dise quand même, comme n'importe où, il y a que, je pense que 28 000, 35 000 Inuits qui sont répartis partout. Ils ne parlent pas exactement la même langue. Puis il y a même eu comme un petit conflit dans la communauté. Quelle est la langue ou la version de la langue qu'on va se servir? Puis c'est sûr, comme Iqaluit et la capitale, on a décidé que c'est là. C'est eux qui ont donc, il y a des gens dans l'ouest du pays en disant on ne parle pas tout à fait cette langue-là. Et donc, ça, c'est vraiment important d'apprendre ça, de comprendre ça, et de voir que quand on fait ce genre de choix-là, ça peut blesser certaines personnes parce qu'ils ont grandi en parlant une autre langue. Là, on va parler du genre et orientation sexuelle. Je ne sais pas si de plus en plus ça devient une réalité émergente dans vos communautés, dans vos organisations. Est-ce qu'il y a des gens qui font faire face à cette réalité-là? Puis je suis juste curieux autour des gens sur le webinaire, si c'est une préoccupation ou quelque chose qui est une réalité.
Pas encore? Il y a quelqu'un qui dit que oui, sa fille est transgenre, mais qu'elle vit beaucoup de préjugés. OK. OK. Est-ce que c'est possible de parler de quel genre de préjugés? Si c'est possible. Juste d'avoir un peu plus d'idées. Elle dit qu'elle vit beaucoup de préjugés. C'est vraiment la religion, entre ça, peut-être, différentes religions. Ah oui, il y a. Un manque de connaissance de pourquoi une personne est telle. Vous savez que nos croyances, oui. Aussi, des fois, des gens qu'on ne connaît pas pourquoi. On ne connaît pas. Si ce n'était pas notre expérience, on ne voit pas. Tu sais, c'est comme. Est-ce que la personne nous a répondu? Oui. Elle dit qu'elle se fait souvent regarder de travers, qu'on se moque d'elle ouvertement et qu'il y a de la réticence de la part des employeurs. Il y a de la réticence autour à la part des employeurs à se faire regarder d'une certaine façon, mais elle se sent vraiment que les autres. Elle sent plus, je pense, la réticence de la part des employeurs. Elle sent la réticence par rapport à elle. OK? Donc, Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la personne, on rend la personne très vulnérable. Si on ne travaille pas dans nos organisations, si les dirigeants, c'est souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est, comme on regardait dans la vidéo, on dit, il faut qu'on soit ouvert. OK? Mais non, ça, c'est interpeller les préjugés. Donc, c'est quoi ça, cette affaire-là d'interpeller? Et quand on parle des autres cultures qui viennent dans notre pays, il y a des cultures dans lesquelles l'homosexualité n'est pas du tout acceptable. Donc, et là, on se retrouve ensemble. Et quoi faire? Donc, il y a une sensibilisation à faire. Puis il y a des gens qui croient profondément que les personnes choisissent d'être comme ça, plutôt que... Puis les personnes se voient comme je suis. C'est pas comme un choix de la personne. Puis on dit qu'il faut s'accepter soi-même. Ça devient compliqué. Et donc qu'est-ce qui est important, c'est que je pense de plus en plus comme dirigeant, comme membre, puis je pense qu'il y a un certain âge, rendu à un certain âge, c'est de moins en moins évident là, pour les personnes, mais c'était toujours présent. Je peux vous dire, c'était toujours présent, sauf on n'en parlait pas. C'était toujours présent, mais on n'en parlait pas. Puis là, de l'aborder devient difficile parce qu'on rend quelqu'un très vulnérable. Et donc, si la personne se sent vulnérable, il faut qu'on ne peut pas, on ne peut pas dire quand on parle de genre, d'orientation sexuelle, on n'emploie pas le mot de nom de la personne devant tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait appel publiquement. Donc, mais comment sensibiliser les gens à cette réalité-là? Donc, on parle de préférer des termes et des expressions neutres. En général, il n'est pas nécessaire de préciser le sexe d'une personne pour un rôle particulier, car la plupart des professions peuvent être exercées par un homme ou par une femme. Mais on va voir après, dans la diapositive qui suit, il y a des préjugés. C'est des hommes d'affaires. Il y a aussi des femmes d'affaires. De plus en plus. Puis qu'est-ce qu'on doit dire là? Des personnes d'affaires. On revient toujours sur cette réalité-là. C'est plutôt que des hommes. On va voir que dans notre langage, on emploie des mots qui excluent souvent les gens. Éviter les termes qui véhiculent les préjugés sexistes concernant une profession. Est-ce que vous en connaissez? Il y a beaucoup de positions, directeur général, directrice générale. Oui, directeur général, directrice générale. Avant ça, on disait toujours directeur général. Mais ça devait être la direction. Ça devait être la direction. Ah, intéressant. Mais moi, je pense que, comme je vois mon beau-père, pour lui, c'était très difficile de se faire d'accepter, de se faire traiter par une femme, médecine. Pour lui, au début, là, c'était que des hommes. On parle de médecin. Vous comprenez? Et donc, je peux parler de lui, là, mais c'est pas uniquement lui. On a toujours, nous, dans notre tête, on a des conceptions comme ça.
Puis donc, c'est des hommes d'affaires. Et si on porte attention à notre langage, c'est ça l'idée de base. On commence à réaliser que c'est pas un langage qui inclut les gens, c'est un langage qui exclut les gens. Employer des synonymes ou des termes indiquant un statut égal et éviter les termes qui sous-entendent l'infériorité d'un sexe par rapport à l'autre. Donc, c'est intéressant. Comme, est-ce que vous pouvez penser à une profession dans laquelle il y a beaucoup de préjugés? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit? Quelqu'un parle en ligne des rôles qu'on considère généralement féminins, enseignante, infirmière. Oui, c'est ça. Donc, enseignante, infirmière. Tu sais. Puis quand on voit un homme, on dit, mais il n'est pas infirmier, lui. Là. C'est ça. Vous comprenez? Ou docteur, ou il nettoie la... Tu sais, vous comprenez? Mais on ne le voit pas. On a la difficulté parce qu'on emploie des mots comme ça. Ça, c'est vrai. Vraiment, c'est partout. Et donc, on porte attention. Puis, je pense que je vais revenir sur le genre de l'orientation sexuelle. Je pense que c'est quelque chose de très sensible chez la personne. Et tout ce que je vous demande de faire, c'est peut-être vous imaginer, est-ce que vous avez déjà senti, est-ce que vous vous rappelez d'un moment quand vous étiez plus jeune, peut-être, moi je me rappelle toujours de ce moment-là, c'est où je me sentais que je ne suis pas comme les autres. Où je me sentais comme, définitivement, je voyais que je n'étais pas comme les autres. Moi, je peux vous parler de mon histoire, puis après ça, je t'invite. Moi, je m'appelle quand je suis venu d'Italie. J'étais dans la première journée en classe. J'avais 6 ans. Donc, tout de suite après l'arrivée, je suis en classe. Puis l'enseignante parlait. Puis moi, je ne savais pas ce qu'elle disait. Donc, tout le monde se mettait debout. Moi, je me mettais debout. Tout le monde s'assoyait. Moi, je suivais tout le monde. Jusqu'à temps que la moitié de la classe s'est levée. Je ne sais pas ce qu'elle a posé comme question, mais seulement la moitié de la classe. Puis là, moi, je suis tombé malade. Je suis allé voir, j'étais dans la toilette, j'ai vomi. Parce que je sentais que là, on découvre que je ne suis pas comme les autres. Et je m'appelle cette expérience-là. Chacun de nous, on a toujours ce moment-là. On sait qu'on n'est pas comme les autres. Chacun de nous, on a ce moment-là. Et donc, cette sensibilité-là, pour une personne, c'est comme, je suis comme certaines personnes, mais je ne suis pas comme les autres. Et comment on va me traiter si je sors publiquement, je laisse savoir ça. Donc, on a une tendance de cacher ça, mais de plus en plus, on invite les gens d'être vraiment heureux. Et qu'est-ce que c'est d'être moi-même? Et qu'est-ce que c'est que quand je dis que je suis moi-même, il y a des préjugés partout. Et on peut voir ça comme même avec des personnes ayant un handicap. Moi, j'ai un homme qui est énormément gentil, qui a une tête complètement déformée. Puis moi, je vois l'homme, je ne vois plus sa tête. Et je pense que c'est ça qui arrive quand on est en relation avec quelqu'un, qu'on travaille avec quelqu'un, on ne voit plus la différence. Ou qu'est-ce que nous, on pense que c'est une différence. On voit la personne, on accueille la personne. Et je pense que c'est d'oser d'être en relation, mais aussi il faut que ça soit renforcé dans nos organisations, les entreprises, les organisations communautaires, les regroupements communautaires. Il faut qu'on soit sensibilisé à cette réalité-là. Il faut qu'on ait un langage, mais pas uniquement un langage, une éducation. Parce qu'on n'arrivera pas à faire ça facilement. Et je pense que, et plutôt que de demander les gens de se cacher, on demande les gens de se présenter. Mais on porte attention à la façon que la personne est reçue par les autres. Il faut qu'on soit très conscient quand on est un dirigeant que ça se peut que ça va engendrer des réactions. Et c'est le moment opportun d'apprendre quelque chose. Plutôt que de dire que tout le monde ne devrait pas penser comme ça. Parce que les préjugés, on ne les enlève pas comme ça. On les enlève en écoutant, en demandant les gens d'être en relation. Donc, un dernier exemple. Moi, mon mentor, quand je suis arrivé à Ottawa, c'est un homme qui avait 75 ans. Un catholique. Un catholique, je dirais, comme orthodoxe. Il croyait tellement dans l'Église, il allait toujours à l'Église et il ne remettait jamais l'Église en question.
Jusqu'à temps que sa fille lui dise, puis il m'a raconté cette histoire-là, elle est lesbienne. Elle a tombé en amour avec une autre femme. Au début, c'était bouleversant pour lui, mais là, il est arrivé parce qu'il était en relation. Il dit, tu sais, puis il dit, mais elle est tellement gentille, j'aime tellement l'autre personne. Puis il disait, je sentais mon cœur en train d'évoluer, de changer. Jusqu'à temps qu'il se présente en église, puis le prêtre, cette journée-là, a commencé à dire comment c'était un péché de vivre comme ça. Puis ça lui a mis en crise autour de sa foi, ses croyances, en disant, qu'est-ce que je dois faire avec tout ça? Puis il parlait de l'importance qu'il y avait quelqu'un qui l'accompagnait dans tout ça. Puis qu'il a fait comprendre que l'Église n'est pas Dieu. L'Église interprète Dieu, et des fois, il se trompe. Mais il y avait besoin qu'il y avait quelqu'un qui l'accompagnait parce que ça le remettait en question profondément. Et on oublie que les gens, souvent, se sentent remis en question profondément face à des situations comme ça. Touchent des croyances, touchent des choses. Et comment aider les gens de dépasser ça? La première chose, c'est d'être en relation. Oser être en relation. Mais aussi, les gens ont besoin d'être accompagnés. Et comme je dis, des personnes dans nos entreprises ont besoin d'être accompagnées. On a besoin pas uniquement d'être sensibilisés, parce qu'aussi, on a besoin d'être accompagnés dans ces expériences-là. On a besoin d'intervenir dans des situations. On a besoin de vraiment faire sortir, puis de dire ça, c'est pas acceptable. Voici la façon qu'on doit être. Et d'aider les gens à trouver des moyens de s'en sortir. Je pense que ça, c'est important. Donc, j'ai mis quelques... C'est le genre orientation sexuelle. Utilisé, pas utilisé. C'est toute personne promue obtiendra une augmentation. Ne pas utiliser la femme ou l'homme promu obtiendra une augmentation. Les membres du personnel doivent examiner soigneusement son régime. Chaque employé doit examiner soigneusement leur régime. Quelle est la différence entre eux? Les conjoints ou partenaires sont invités. Invitez votre ami ou votre époux. Oui, juste des choses comme ça, là, c'est dans une invitation qu'on fait, comment ça peut blesser ou laisser quelqu'un à côté. Des nettoyeurs plutôt que des femmes de ménage. Même si la plupart des gens qui font le travail, c'est des femmes, c'est pas uniquement des femmes. Je pense que chaque profession, chaque emploi a des personnes des deux sexes. La police, les policiers. Est-ce que vous voyez la différence? Moi, ça fait rire celui-là, parce qu'on se dit toujours les policiers. Qu'est-ce qu'on doit dire? La policière? On peut dire ça, mais c'est la police. C'est bien. Les docteurs. Ou des médecins aux femmes médecins, aux femmes médecine. Le personnel, les employés, on a toujours une tendance de dire ou employés et employés. Le personnel de bureau, les filles du bureau. Donc ça, c'est juste de vous donner une idée de base. J'aimerais bien que je vous ai demandé, je vais vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui dans vos organisations pour sensibiliser, aider les gens, les accompagner, de devenir plus sensibles qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé de genre et orientation sexuelle, les autochtones, la façon qu'on parle. Qu'est-ce que vous pouvez faire? J'aimerais bien. Puis j'aimerais bien aussi, Ron, tu penses où tu es la présidente, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris qui pourrait te servir dans cet endroit-là? Je crois que dans les communications, les titres neutres sont vraiment beaucoup les utiliser. Donc, c'est... Et une chose, les filles du bureau, ça, c'est vraiment, on dit toujours ça. Des fois, les filles au bureau. Alors, ça, c'est quelque chose que je suis consciente que moi aussi, je vais le dire, parce que c'est tous des filles, des femmes. Oui. Donc, mais le personnel, oui. quand je parle à d'autres gens, les voix de personnel. Oui. Et comme tu dis,
Ben oui. Et comme tu dis, c'est vraiment, il faut porter attention particulièrement à la communication écrite. C'est qu'on envoie des choses. Il faut vraiment porter attention à ça parce que vous allez voir, vous pouvez prendre le mémo ou une annonce que vous avez faite dernièrement ou une mise à jour que vous avez faite récemment. Regardez à travers ça. Je vais vous défier de regarder, puis de regarder les termes, puis de passer à travers, puis de dire, wow, OK, là je vois toutes sortes de choses qu'on peut améliorer. Là, est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà sorti dans... Non? Donc, je vais revenir sur cette affaire-là, l'importance. Puis on va mettre fin à ça après ça, là, c'est l'importance. L'idée de base, c'est qu'on parle souvent quand on parle, j'aimerais bien que vous portiez attention, qu'on parle souvent des lacunes des personnes. C'est quand on parle des personnes ailleurs, je vais faire comme un retour sur les 3 choses. On parle toujours des lacunes des personnes. Donc, quand on dit un handicapé, on parle que c'est l'être qui est handicapé. C'est pas l'être qui est handicapé. Et si vous avez côtoyé, passé du temps avec une personne handicapée, c'est une personne. Moi, les personnes les plus accueillantes que j'ai jamais rencontrées de ma vie, les personnes que moi, je dirais même, ont l'esprit de Dieu plus que d'autres, c'est des personnes ayant une déficience intellectuelle, qui sont chaleureux, qui accueillent tout le monde. Je suis sûr que vous avez déjà connu des personnes comme ça. Puis en disant, donc, c'est pas des personnes qui ont que des lacunes, ils ont des forces. T'sais. Puis moi, je pense que des fois, on est mieux de les appeler les personnes accueillantes puis une personne ayant un handicap. Vous comprenez? Imaginez-vous si on pouvait changer le langage comme ça. Là, l'autre chose, c'est notre réalité. On est au Canada. Il y a une réalité autour du peuple autochtone. Puis on est vraiment appelé, moi je suis un Italien, je n'ai pas cette histoire-là. Ça m'a pris longtemps avant de comprendre que même si moi je peux m'excuser en disant je n'étais pas là à l'époque, je ne comprends pas, moi je ne ferai jamais ça. C'est pas ça l'idée de base. Ça fait partie de notre histoire. Et quand ça fait partie de notre histoire, qu'est-ce qu'on doit faire? Sensibiliser mes enfants. Aider mes enfants à comprendre quel est le langage qu'on doit employer, comment on doit voir, si je vois des préjugés chez mes enfants ou chez les gens autour de moi, et si, dans l'intérieur, quand j'étais directeur exécutif, comment sensibiliser tout le monde à cette réalité-là. Ça semble que s'il n'y en a pas chez vous, on n'a rien à faire. C'est pas du tout vrai. L'histoire, si vous lisez clairement l'histoire, c'est un enjeu qui nous appartient. C'est un enjeu social qui nous appartient. Et on doit se mouiller là, dans l'affaire. Là. Vraiment, on doit vraiment s'impliquer dans l'affaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça vaut la peine qu'on invite des gens. Vous savez que j'ai fait un travail avec la Ville d'Ottawa. Puis la Ville d'Ottawa, ils ont dit, on a consulté les personnes, on a appelé les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Puis ils nous ont dit clairement, arrêtez de nous inviter, nous consulter. Arrêtez de nous consulter. Prenez l'accès. Évitez un de nos membres d'être sur le conseil municipal. Nous, on va le lire, il va être sur votre conseil municipal. T'sais, mettez pas, vous comprenez? Si on veut vraiment prendre ça en considération, cette réalité-là, si on veut s'intégrer. Puis nous, on est sous quelle terre aujourd'hui? Vous savez, c'est pas notre terre. Qui était ici avant nous? Là? Donc, il faut sensibiliser les gens. Et quand, moi, j'ai appris de dire, quand les gens disent, mais c'est ma propriété privée, là, tu dis, moi, puis non. Qui a dit que ça t'appartient? Tu l'as acheté, ça c'est vrai, mais tu l'as acheté de qui? Qui était la première personne? Quand on commence à réfléchir à ce niveau-là, ça nous ouvre à voir les choses autrement. Et le préjugé que je disais, quand je disais que j'avais un préjugé, des fois, c'est comme, on pense qu'on a toujours raison. Je vois ça quand je monte dans le Nord avec les Inuits. On peut regarder tout de suite les lacunes. Qu'est-ce qui ne va pas? Je peux vous dire, tout le monde qui monte là-bas, les médecins, les docteurs, tout le monde qui va là-bas, voit tout de suite les lacunes. Si on ne fait pas attention, on ne voit pas ce qu'ils ont. Il
Il y a des personnes importantes dans chaque communauté. Comment on peut aller rejoindre ces personnes-là? Puis souvent, qu'est-ce qu'on arrive? On arrive comme des experts qui commencent à dire aux gens quoi faire. On va vous envoyer un conseiller qui va vous aider. Ah, vraiment, c'est pas ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de se parler. Ils ont besoin de nous dire qu'est-ce qu'ils ont besoin. Qu'on arrête de faire l'analyse de qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'on les invite dans cette analyse, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ça, c'est quelque chose de très important. Et quand on parle de genre, c'est la même chose. Arrêtez d'essayer d'être ouvert, invitez les gens de vous dire qu'est-ce que aidera la personne à se sentir accueillie, puis bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis on doit consulter les personnes. On les implique dans nos décisions, on les implique dans qu'est-ce qu'on a à faire. On ne le fait pas pour eux. Parce que c'est la maladie qu'on a dans notre société. On pense qu'on doit répondre quand on entend qu'il y a un problème. S'il y a des suicides, plutôt que de s'asseoir avec la communauté puis de comprendre comment on peut vous aider, on envoie des psychologues, on envoie des choses, on trouve des solutions rapides comme ça. Et peut-être c'est pas ça qu'ils ont besoin. Je peux vous dire tout de suite, ils nous disent souvent, on n'a pas besoin de remplir 28 demandes à 28 départements du gouvernement. Si vous pouvez nous aider avec ça, ça va vous comprenez? Chaque communauté, une communauté de 1500 personnes ont besoin de remplir. Donc, il y a des choses que si on les écoute, ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils ont besoin. Donc, et je pense que ça met fin à cette partie-là, sauf l'invitation. Pensez vous-même à qu'est-ce que vos organisations, qu'est-ce que vous pouvez faire, même si vous pensez que vous n'êtes pas touché. Peut-être qu'il peut avoir un préjugé. Vous pensez que vous n'êtes pas touché, mais je peux vous dire que cette réalité-là, elle est partout à travers. Ça va? Donc, on va s'arrêter pour le dîner. Grazie.